Donc, sans plus tarder, vu le temps, donc je passe la parole à Sidi Mustafa, notre modérateur de cette soirée. Et président de la commission professionnalisation. Merci à Sidi Mustafa. Merci, Sir Rachid. Je vais juste renouveler les remerciements. C'est Maxime qui a eu l'idée de la conversation de coach, c'est ça l'idée. Et c'est Mohamed Rachid qui a accepté d'être la positive invité. Bon, malgré son côté rebelle, il a accepté. Au côté grâce à. Donc, merci beaucoup. Merci à toute l'assistance qui est là. Merci de travailler à l'heure. Et à ICF, on va s'habituer à démarrer à l'heure et à finir à l'heure. 18h45, 20h30. Voilà le processus. Ce processus va démarrer par un petit mot, un grand mot de Tijania pour nous présenter voici. Je reviendrai, moi, pour vous dire comment moi j'ai plus ou moins eu des feelings très très magnifiques avec Mohamed Rachid, et depuis longtemps, et je ne savais pas. Donc je vais vous dire un peu mon actualité. Quand j'ai relu ça, j'ai dit waouh, fabuleuse. Donc je vais vous dire ce que j'en pense tout à l'heure. Bien sûr, Mohsin prendra toute la conversation pendant 40-45 minutes avec Mohamed Rachid, et la parole sera remise à vous vers une demi-heure après. Nous attendions à ce que Manal soit parmi nous pour dire un mot de la part de la présidente d'ICF Maroc. Et Manal, qui est président de la commission scientifique, qui a alerté pour aussi réagir un peu en quoi ça lui parle, elle va arriver tout à l'heure. Et bien sûr, Nathalie, la chronique des événements, des prochains événements de l'ICF Maroc. Merci beaucoup. La parole à Tijania. Tijania, vous la connaissez? Ah oui. Non, pas la présidente de l'ICF Maroc. Merci Mustafa, et à mon tour, je vous souhaite la bienvenue à ces coaching talks, coaching talks. Alors, j'ai le privilège de présenter notre ami Mohsin, qu'on ne présente plus, mais en tout cas, dont je découvre des choses que je ne connaissais pas. Alors, Mohsin est diplômé en sciences politiques et relations internationales et d'un cycle supérieur de gestion. Mohsin Ayouch a mené une carrière de manager d'entreprise dans l'industrie et le commerce international et de grandes associations patronales pendant 24 ans. CGN. Co-fondateur et dirigeant de BMH Coach. Depuis 2007, il fonde en 2009 la Haute Académie marocaine de coaching, la HAMAC, et en 2013, la Haute Académie marocaine de l'analyse transactionnelle, AMAT. Il est coach certifié PCC, il forme et supervise des coachs en exercice. Il accompagne les dirigeants et leurs équipes pour leur permettre de mettre du sens dans ce qu'ils entreprennent. C'est un manager d'expérience, écrivain, conférencier, conteur, chroniqueur, novelliste, féru de pêche, de poésie et de spiritualité. Il conjugue les approches et crée des liens qui permettent de s'ouvrir de nouveaux horizons. Il est l'auteur de Soufisme et coaching, vous avez peut-être, en tout cas c'est un très très beau livre, qu'il a coécrit avec Patricia Lambert en 2017. Il a dirigé l'ouvrage collectif Paroles de coach du Maroc 2016 et écrit des livres et poèmes pour ses petits-enfants. Merci Tijania. Je reviens pour dire quelques mots sur notre cher ami Mohamed Rachid. Merci de m'appeler Mahmoud Rachid. Il n'y avait que ma mère qui m'appelait. Mais bon. Merci. Je ne vais pas m'étaler parce que le parcours du coach sera repris au moment de la conversation. Tout ce que je vais vous dire, c'est dirigeant d'entreprise, coach professionnel, formateur,
consultant ressources humaines, très attaché à la philosophie, à l'écriture, à la poésie. Mais ce que j'ai découvert hier à 4 heures du matin, c'est que Mohamed Derassi est passé par l'administration Détaché de privé. qui était à la COSUMA. Il m'a cité tout à l'heure des noms de COSUMA qui m'ont presque fait pleurer. Bess, Boueda, coach, présidence COSUMA, etc. Et le plus intéressant pour moi hier soir, c'était de découvrir que Mohamed Rachid est passé par de la COSUMA vers le ministère de l'Emploi. Et qui c'est qui gérait le ministère de l'Emploi comme directeur de cabinet? C'est mon meilleur ministre de ma carrière de 40 ans avec l'État, qui est Moulezine Zaidi. Alors, bien sûr, ISCAE, supérieur de gestion d'ISCAE, on se croise tous les trois. 2 années chacun de formation de base de coaching, on se croise tous les trois. Ça veut dire encore les cheveux blancs, tous les trois. Grands-parents tous les trois. Voilà. Et présent tous les trois. Ouais. Oui, aujourd'hui. Il est présent aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, c'est. Voilà. Donc voilà, j'ai laissé le soir à Martine de discuter, de converser avec Mohamed Rachid et nous allons le redécouvrir encore davantage. Auteur du dictionnaire aussi. Dictionnaire de coach, oui, c'est ça. Et ça fait partie de travail de Merci beaucoup. Merci à vous. Mais après, et tout d'abord, l'asbab nuzul de cette action. J'ai toujours participé aux activités de lycée de Maroc Coaching et tout ça, et puis honnêtement, sincèrement, ça s'est un peu tassé. Et puis il y a eu ce renouveau, il y a eu cette fameuse assemblée générale, il y a eu cette nouvelle dynamique. Et je me suis dit, ben, avec quoi je peux contribuer? Et me donner cette idée de conversation de coach. Ce n'est pas un entretien, ce n'est pas une interview, c'est une conversation. C'est-à-dire, c'est que toi et moi, nous allons verser dans un pot commun des informations, des idées, des réflexions, des impressions, des poèmes peut-être, des tranches de vie. Et puis après, nous vous inviterons également à verser, à converser avec nous. Imaginons un pot commun de la communauté ICF où chacun yudli bidalwih. C'est le cas. Verser quelque chose. Et la première chose que nous avons, que je t'invite à verser dans ce pot commun, c'est toi, petit enfant. C'est vrai que tu as vu un peu mon CV, c'est pour cela que tu as posé la question, mais tu sais ce qu'il y a derrière. Ouais. Moi, je sais peut-être ce qu'il y a derrière, mais je ne sais pas ce qu'il y a devant. Ben oui, on verra. Pourvu qu'il n'y ait pas bien, de non souhaitable. Non, la caractéristique principale, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des frontières et des limites dans ma vie de départ. Quand je dis frontières, c'est le sens du terme, même dans l'autre sens, la frontière, les limites également. Et c'est une tradition pratiquement familiale. Mon père avait 3 ans, il était prison. 3 ans. Et mon oncle, le plus vieux, il avait 4 ans. Donc ils ont fait la guerre à 13 ans, 14 ans, la guerre d'Espagne. Donc j'ai vécu dans cette ambiance-là. Et je suis né en tant qu'Espagnol, pas en tant que Marocain. Je connaissais que le rifin. J'ai appris le rifin en Espagne. Donc je suis un rifin espagnol, ou un hispano-rifin. Je ne connaissais rien en arabe, j'ai appris tout ça bien après. Et on a vécu en Espagne un peu partout, et puis on a atterri à Melilla. Donc frontière entre le Maroc et l'Espagne. Frontière entre rifin et espagnol.
dans un lieu où il y avait des juifs, des témoins de Jéhovah, des hindous, etc. Ma vie s'est passée là. Mon enfance, Chafer, je t'aime. Depuis ton enfance. Oui, depuis mon enfance. Et c'est dans ce maelstrom, dans cette sauce J'attends la déclaration. que j'ai grandi. Il a eu une déclaration. Immédiatement après, à un certain âge, je pense 12 ans, pour des motifs particuliers, je me suis vu de l'autre côté de la frontière, donc de ce côté-ci, du Maroc, où je devais apprendre un truc qui s'appelle l'arabe, et puis un machin qui s'appelle le français. Et le français, je l'ai appris rapidement parce que quand j'étais en Espagne pour étudier, j'ai fait du grec et du latin. Et ça m'a permis de. Une autre caractéristique de l'enfance, ouais, on avait parlé de quelqu'un d'extraordinaire. J'avais connu une personne magnifique qui était exilée, qui était envoyée à Libya, parce que c'était un préside, et qui était une lumière, un grand intellectuel, bossu, machin, quelqu'un qui vit de la misère, qui travaille pour sa maman, était envoyé par Franck Ottoman, exilé, et puis il m'a appelé, mon père m'a laissé avec lui, Et depuis l'âge de 9-10 ans, il m'a commencé à m'initier à la littérature. Et au latin, il lisait avec moi. Et puis les classiques espagnols, Don Quijote, tous les classiques de la culture occidentale. Et à partir de 12 ans, 13 ans, un truc comme ça, je ne me rappelle pas exactement, il a commencé à m'enseigner la philosophie. Donc Socrate, la philosophie grecque. Pas l'espagnol, Namoun et tout le reste, mais c'est surtout la philosophie grecque. Et quand je suis allé au Maroc, donc j'étais un très mauvais élève au Maroc, parenthèse. Et lui, il a continué à m'enseigner, à me suivre, à me donner des bouquins, à me poser des questions, etc. Ça a duré des années, jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis allé à l'université, je suis revenu, et il a disparu. Voilà. Apparemment, en un mois, lui et sa mère ont disparu. Pour moi, ça a été c'est les événements les plus importants de ma vie. Vous voyez, pourquoi j'ai dit les limites, et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est ça, peut-être qu'il va expliquer cela, c'est la transgression. La transgression, ça veut dire les fameux passeurs, non? Et la transgression, ça veut dire de se remettre en question, parce que j'ai vécu tellement de cultures et de mondes différents. Pour moi, c'était normal. C'est des années après que je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez particulier. Et je crois que c'est ça la caractéristique principale. Limite, frontière, transgression, voilà. Rupture, ah oui, les ruptures, il y a eu plusieurs types de ruptures, etc. Et ça, pour moi, c'était. Puis il fallait aller chez les Arabes là-bas, la capitale, pour étudier avant. Autour de Rifa, heureusement, parce que je trouvais avec qui parlait un peu l'espagnol et le Rifa. Et petit à petit, je me suis adapté. Mais quand on a découvert Cervantes, Homère, Socrate à 14 ans, qu'est-ce que ça donne? Raconte-moi. Moi, je ne sais pas ce que c'est à 14 ans, Homère. Et encore moins Socrate. Non, pour moi, c'était des romans. C'était des contes, parce que j'ai vécu l'histoire de vie, d'ailleurs, mon enfance, il y avait de vieilles personnes avec nous, donc la famille, les oncles, les parents, etc., qui nous racontaient des contes. J'ai vécu dans un monde de contes et de mythes, enrichant. Alors, ce qui fait que j'ai appris avec eux, et quand on est arrivé donc au reste, en mer, dans l'Odyssée, que l'Iliade, que tout le reste, Cantar de Wilfrid, etc., les grands classiques, naturellement c'est Barthès, qui choquent, pour moi c'était des histoires. C'était une histoire dans une langue qui était assez dure. Heureusement que j'avais eu la base, et puis après, bon, on ne pas de citer, oui, le passeur, qui m'expliquait que je lui posais des questions, etc.
Il y avait une autre caractéristique, c'est qu'on se voyait pratiquement. On allait au cinéma minimum une fois par semaine. Le cinéma qui était en face de son kiosque, parce qu'il était pratiquement dans un kiosque. On allait là-bas voir des films. Et quand on sortait, tu me fais un résumé. Mon Dieu, il fallait que je fasse un résumé. Comme c'était très agréable. Homère, l'Iliade. Oui, Calypso. alors, oui, pour moi, l'Iliade, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes là-dedans, vous ne comprenez pas. Pour vous, c'est normal, etc. Mais ça m'a permis de comprendre la culture grecque, gréco-romaine. Je ne connaissais pas du tout la culture arabe, mais voilà, il y a déjà, j'ai commencé à apprendre la langue arabe avant d'aller donner une idée. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître la culture occidentale à travers la philosophie grecque, la littérature grecque, la littérature Ovide, etc., donc romaine, et naturellement espagnole, ça va de soi, et la musique espagnole. Pour moi, le flamenco et el género chico, comme on dit, ça fait partie de ma vie. J'aime l'Espagne parce que ma première fiancée était là-bas, première. Ah ben oui, et c'est là la fameuse. Heureusement que ton épouse n'est pas là. Ah oui, Mais bon, non, non, ben, j'ai tout fait pour qu'elle ne pas. Non, je sais. C'est pas rappelé déjà. Et la curiosité, je t'avais dit, Lévina, elle est, depuis des années, elle est moine dans un temple bouddhiste en Californie. Extraordinaire. S'il n'y avait pas toutes ces ruptures, nous serions allés le chercher en Californie, vous comprenez? Voilà. Alors, l'Iliade, Homère, Ulysse, l'île Persile, les contes rifins. L'île Persile serait, selon certains mythes, Calypso. Oui, non, mais c'est difficile. C'est difficile. Parce que toute la partie de la Méditerranée, vous savez comment ça s'appelle, toute la partie de la Méditerranée? L'Iliade, Anja, Espagne, jusqu'à Malade, vers l'ouest. Ça s'appelle El Mar de Alborán. C'est plutôt Alborán. C'est pas la Méditerranée, c'est la Méditerranée occidentale, et elle s'appelle Alborán. C'est ça l'histoire, quasiment. Donc Hercule est allé là-bas rigoler un peu, etc. Et, pour nous éloigner des Européens. Ouais. Mais bon, comme tu le sais, c'est comme les colons d'Hercule, etc. C'est pas Chine ou la Wesh Boussa, Wesh Hercule, etc. Le Persile, est-ce que décline Leïla ou Lada, la crève, dépendait pas. C'est pas très clair. Mais quel impact culturel? Quel lien y aurait-il ou pas entre tes contes rifins de jeunesse et le voyage d'Ulysse? Quel lien symbolique, indirect, invisible à la limite? Bon, en fait, sur le plan symbolique, c'est que au fur et à mesure que je comprenais, que je grandissais, etc., je devais sortir de mon cocon. Et j'ai découvert, alors la sortie, ce n'était pas découvrir la géographie, découvrir des gens, découvrir la politique. Comme tu le sais, là, j'étais, bon, il y avait le cachet, il y avait des amis avec le théâtre, enfin, tout le Bataclan de l'époque. Ça m'a permis de connaître d'autres cultures, d'autres régions, d'autres langues. Et j'ai fait de longs voyages en stop, etc. Et puis chaque fois que je conduis, mon père me permettait d'aller ailleurs. Et puis il y a eu la dernière aventure, disons, de la jeunesse, c'est l'aventure marocaine. C'est de découvrir ce côté-ci du Maroc du Nord. Mais le monde, durant des années, ça tournait autour du Rif et de l'Espagne. Parce que toute ma famille a été bouleversée par cette histoire. Puis la guerre du Rif, jusqu'aux années 40, c'est quelque chose qu'on a. Années 40, je suis en 51, mais quand même, on hérite. Nous sommes le résultat de ce qui nous ont précédé. Et c'est là-dessus qu'arrive au moins le rien. Oui. Et ouais, la première fois que j'ai lu le Macrien, c'était pour moi quelque chose de bouleversant. C'était la toute première traduction, c'était la traduction espagnole à partir de la toute première traduction
traduction au 19e siècle d'un certain Fitzgerald, un Anglais, qui avait traduit les Roubaïens en anglais. Des années après, 50 ans, donc au début du XXe siècle, il y a eu une traduction que j'ai lue. Et à partir de là, j'ai lu plusieurs traductions, en arabe, en espagnol, et même en français. En espagnol, je les ai lues, j'ai lu différentes traductions. Vous savez, quand on traduit jamais la même chose de la même façon. Hein, et n'oubliez pas qu'il y a un mot que chaque fois j'utilise dans mes travaux, c'est que la polysémie. Les mots sont polysémiques. Le mot n'a jamais le même sens dans le temps et dans l'espace. Il faut faire attention à ça. Donc, effectivement, quand on fait une traduction, traduttore, bon, hein, donc un traducteur est toujours quelqu'un qui trahit le texte. Il est obligé, il n'a pas le choix. Et voilà, donc ce qui m'a plu chez lui, c'était son côté, et que le terme que tu as utilisé, vous l'avez à lire, et iconoclaste. Bon. La messe est dite. La messe est dite. Alors, de la messe Voilà. à la marocanisation, si j'ose dire, Oui, c'est parti. le petit garçon Oui. a dit, et il est, j'imagine, entré dans la béatitude. Oui, je suis entré dans la vie. Le grachis de la béatitude. Oui, j'avais à l'époque, je crois, presque 24 ans, 4 ans, 10 ans plus tard. Donc, après un passage au ministère de l'Information, où j'ai lu quelques interprétations là-bas. Je suis Voyons. c'est moi, je ne savais pas écrire. Immédiatement après, je vois le beaucoup, je suis entré dans le groupe. Je suis allé, comme vous connaissez, etc. C'est à ce moment-là, il était même mon patron à l'époque. Et j'ai appris la langue. Ça a duré 2 ans. Puis je suis parti à la Caisse marocaine des marchés, encore côté financier, etc. Et bon, voilà, c'était une nouvelle aventure. C'était une nouvelle aventure, la responsabilité, j'ai connu ma femme, la première, moi je change tous les 5 ans. Ne faites pas le camp, s'il vous plaît. Nous savons que je suis né en 1951. Ah non, non. Donc, je me suis marié, quelques temps après, j'ai eu un fils, mais à partir de là, je commençais à être officiellement sérieux. Non, c'est bien officiellement. Et officiellement, officieusement, dites l'affaire, l'Espagne, Maroc, d'accord. Bon, pas la peine d'en parler. quoi qu'il y a prescription. Oui, je crois que légalement, c'est la prescription. Ah non, on peut le dire, il n'y a rien à cacher. À la fin des années 70, les années 80, il y avait pas mal de jeunes Marocains qui étaient poursuivis par la police, etc. Et ils n'avaient pas comment faire pour fuir. Même toi, tu as essayé de fuir à un moment. Je ne te connaissais pas à l'époque. Malheureusement. Donc, avec 2 autres amis, nous avons fait, disons, créé une route à partir de Nador jusqu'aux Pyrénées en Espagne. Et même s'il y avait la période de la Christina et l'Akhiré, pour faire fuir dès que les jeunes. Ça a duré quelques années. Voilà. Donc, j'avais une vie officielle, j'avais une vie souterraine. Ma femme n'a jamais su ce que je faisais, mes parents non plus. Alors, pour traverser la Méditerranée, c'était simple, étant donné que je suis ricain, je suis de Libye, donc les contrebandiers, moi les hachiches, moi les kata, je les connaissais. Chaque fois qu'on se réunissait, on avait toujours de l'hachiche dans la poche, pour qu'on nous prenne pour l'hachiche, mais pas pour la politique. Et donc, on traversait, j'avais des amis de gauche, donc ils les prenaient de l'autre côté. Ma copine, le Pays Basque, donc se descend faire l'Akhiré, ils traversaient les Pyrénées, et puis ils étaient reçus. C'est qui est moins le bouddhisme maintenant. Non, moins le bouddhisme. Non, c'est personnel. Voilà, donc c'était ce que je t'ai dit, de quelle vie on parle. Là, c'est exactement. Officiellement sérieux. Officiellement toujours sérieux. Qui nous a dans tout ça? Tu étais banquier. Ah oui, parce que savoir, parce que avec ça. Mais banquier, écoute, il faut bien bouffer. Hein. Je suis mon père était un pas riche, et puis il faut bien travailler pour bouffer. Mais je ne me suis jamais rendu. On ne s'en plaisait pas, je prenais ma valise et je suis parti. Hein. Mais oui, il fallait gagner de l'argent. Il fallait manger.
Donc, j'ai travaillé à l'époque, il n'y avait pas le chômage et les contraintes d'aujourd'hui, donc c'était beaucoup plus simple de trouver. Là, plusieurs machins, plusieurs savoir-là. Donc, ça me permettait, ça m'a facilité la tâche. Et voilà, c'était avant d'aller à l'industrie, on ne parle pas parce que l'industrie, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Ça m'a permis de réellement réfléchir au Maroc, à l'économie, à la psychologie, à la sociologie industrielle, à l'anthropologie. Ça m'a bouleversé. Une nouvelle rupture? Oh, une autre rupture, énorme. Une autre rupture, parce que quand j'ai commencé l'industrie, écoutez, c'est pratiquement presque 40 ans, je peux dire que pratiquement entre 3 ans et 35 ans d'industrie. J'ai tout fait dans l'industrie, j'étais directeur général, j'étais président d'achat, j'étais directeur de je ne sais pas quoi. Bon. Et j'ai créé même ma propre entreprise, donc une société de pêche hauturière que j'avais créée, j'ai perdu pas mal de millions de dirhams. Et puis, que je n'avais pas bon, tout ça, il fallait le travailler et le gagner. Donc l'industrie, pour moi, ça a été quelque chose de bouleversant. Moi aussi, j'étais français, j'étais directeur d'une industrie là-bas en France. C'est pas la même chose. Parce qu'ici, c'était quelque chose de hein? Il y avait une industrie, une structure. C'est ça ce qui est important. Pourquoi ça m'a tellement travaillé. Vous voyez maintenant, il y a une structure étrangère qui vient, donc un prêle étranger, ou là peut-être le contraire, un moule, ça me prêle parce que je me fais de. Non, parce que je suis en train de dire qu'est-ce qu'on vend de les mots sont polysémiques, on est d'accord? On a dit que je suis pour le prêle, non, il y avait les structures, hein, les procédures, les structures, le chef, la hiérarchie, le commandement, etc., les définitions de fonctions, blablabla. Mais tout ça, c'est un habit avec lequel on habille un Marocain. Donc il y avait. Qui n'en fait pas à moins pour autant. Exactement. Ça fait toujours un Marocain. D'ailleurs, je me rappelle que quand j'avais vu une caricature extraordinaire et qui m'a poursuivi toute ma vie. L'image, je l'ai toujours raconté. Là. Il y avait un dessinateur, l'opinion, à la fin, il y avait des vignettes. Et voilà, c'était à l'époque à la mode, c'était un peu tout la mode, parce que les gens croient que la mode c'était une fois des mini-jupes, mais en fait, les mini-jupes, il y a eu un autre monde à l'époque. Et il y avait une jeune fille avec des cheveux courts, avec des talons, etc., une mini-jupe. Et puis il y avait son ombre, avec un caftan. Ça m'a. C'est ça, l'entreprise marocaine, et l'industrie. Moderne, c'est-à-dire, il y a l'intérêt sur autre chose. Voilà, ça m'a vraiment marqué, et c'est à partir de là, et d'ailleurs, quand j'ai commencé cette histoire à Cozumar, qui était pour moi, je suis resté là-bas 14 ans, c'était peut-être professionnellement les 14 années les plus poignantes, les plus fortes de ma vie, où j'ai appris, je peux rester des années à parler de Cozumar. Et madame donne beaucoup des opportunités, ça m'a permis de créer des clés, fusionner les réformes de la CNSS où j'étais par exemple de la CIMM, tout ça, j'ai vécu ce monde-là, de la fusion, absorption du collège, c'est tout un monde. Et ce plan intellectuel, à l'époque, donc ça m'a permis, j'ai fait le fameux CSG, où j'ai connu Crozier, Derrida, et Larrey, avec lesquels j'ai eu d'ailleurs de longues discussions. On parlait de relativisme, d'universalisme, etc. C'était intellectuellement, c'était assez prenant. Là, pour moi, Crozier est venu enseigner à l'ISPE? Oui, non, on n'a pas enseigné. Il a fait des séminaires, il a fait des trucs, voilà, et des conférences, et là. J'ai eu de longues discussions avec lui, on a passé. On est allé à Marrakech, on a passé pratiquement le week-end. T'as ça ou pas ça? Ou le monde a pas. On supprimera ça à l'édition. Je t'avais dit. Ben non, bien sûr. Je l'avais en toute liberté. Bien entendu. C'était la condition. C'est l'enjeu et la condition. Mais c'était bien parce que la culture d'entreprise est apparue à cette époque-là avec Shane. Shane parmi des États-Unis. Et j'ai essayé de voir comment pouvoir
m'inspirer de l'anthropologie déjà existante en Somalie, hein, telle que la société composite, Paul Pascan ou Diana Koulas, c'était une époque pauvre. Et j'avais réuni un petit groupe d'amis, nous étions 5, 6 en fonction déjà, en fonction qui avait, c'était 5, et on travaillait sur, disons, l'anthropologie appliquée à l'entreprise, la sociologie industrielle, voilà, ce genre de choses. Et on essayait de vivre des cas pratiques. C'est quoi le cas pratique? Dans la vie quotidienne, puisqu'on y était, on était dans un laboratoire. On n'avait pas à aller chercher ailleurs. Et on a passé, tenez-vous bien, à analyser, à étudier, à faire des trucs comme ça, pratiquement 3-4 fois par semaine, autour d'une table, durant presque 10 ans. Il faut le faire. En tout cas, mon ami Youssef Moutran, je ne sais pas si vous avez entendu parler, et puis d'autres. C'était très très riche. Très, très riche. On est allé très très loin, on a préparé un écrit pas mal. Et voilà. Le flambeau a été repris par la suite, l'université Hassan II. Il y avait un think tank, il y a une vingtaine d'années, c'était après les confusions. Je parle là, tout à l'heure des années 80. Le think tank, les années 90 ou vers la fin, l'université Hassan II a créé, disons, un think tank, donc, où il y a des professeurs et des directeurs d'entreprise. Maintenant, Chakib Ben Moussa, ses premières armes d'idées, c'est le fument. Le Chakib Ben Moussa, des années après, a été mon patron chez les bracelets de la Prévétima. Et ils ont continué ce type de réflexion. Il y avait Mzouar, tiens, Mzouar, lui, c'est le premier. Ah bon, il se lance dans ce genre de choses, ils l'ont raffolé. Et d'ailleurs, je me suis inspiré de lui, de pas mal de choses à l'époque. C'est un précurseur. Oui, un précurseur, donc pas mal de choses. Et membre du CF Maroc. C'est. Ou dans la communauté au moins, je ne suis pas dans les polices. Mais lequel des Mzouar? Oui. Avec lui. Albert a été un très, très, très grand monsieur. J'ai eu le Marrakech, j'ai dit, Gauzier, là, c'était là-dedans. D'où ses relations avec Rosé. Oui. Bien. Est-ce que ça a été direct ce passage par l'industrie, par le CDG? Est-ce qu'il y a un fil conducteur en cette expérience et ta venue vers le consumer? Ou alors il y a encore. Oui, non, mais on peut sauter parce que c'était pratiquement. C'était de l'inertie. Tu entres dans un cadre et puis tu te fais plus ou moins connaître et puis plus ou moins on t'appelle pour tes réformes, pour tes fusions, pour tes créations d'entreprises, pour tes fermetures, pour tes négociations avec les syndicats. Et puis tu te laisses aller. C'est-à-dire, je ne prenais jamais l'initiative. Je dis que ça, c'était par la force de l'inertie. Jusqu'à ce que, en 2000, donc j'avais à l'époque 50 ans, mais c'était une d'années, Bouddha, qui était à l'époque tout à fait les bracelets en 2000. En 99, il voulait que je sois dans le groupe, et puis il y a eu une séparation de Coca-Cola et puis la partie brasserie. Il voulait que j'aille là. Moi, je préfère la brasserie. J'adore la bière, donc moi, je suis mon cœur, je suis toujours à la niveau. Et il m'a demandé est-ce que je pouvais. Donc, par la suite, il me dit Chakib, mais qu'est-ce que je peux prendre la brasserie de congé et de voir ce que m'a fermé éventuellement. Je suis venu, j'ai dit que ce n'est pas la peine de la fermer. On peut gagner de l'argent avec ça et travailler dessus. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Je suis venu à Tanger, je suis toujours à Tanger, même après ma retraite. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu des gens merveilleux comme Chafir là-bas, que j'adore. Et j'ai connu d'autres cultures et d'autres aventures. Alors, dans ce cas, précisément la transition, il est arrivé un moment où j'étais FS, après une fleur c'est finale, il fallait faire des trucs, déjà, bouger un peu, et où je me suis dit, à l'âge de, bon, j'avais 54, 55 ans, je me suis dit, bon, je peux pas mal. Pas pour faire quelque chose, je passe.
On verra, peut-être qu'on fera autre. Là, je me suis dit, tiens, et si je faisais le point sur ma carrière? Si je faisais le point. Et chemin faisant, si je faisais. C'est un mot, tu sais, j'arrive difficilement à le sortir. Si je faisais, et d'ailleurs, tu as vu, j'ai écrit tout le papier entre guillemets, si je faisais du développement personnel. Pourquoi les guillemets, s'il te plaît? Hein? Pourquoi les guillemets? Parce que, n'oublie pas, surtout dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Que ce soit clair, hein. Par la polysémie, mais il y a le contexte et la contextualisation des choses, donc il ne faut pas. Parce que dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire, donc ce à quoi je crois, ce qu'on appelle le développement personnel, pour moi, c'est de la campagne. Et je vais dire pourquoi, c'est pas comme ça. On croit, oui, effectivement, ah oui, j'ai appris, le changement, je ne sais pas quoi, etc. Et dans le cas du coaching, pour moi, je crois que c'est de l'abus. C'est de l'abus parce que ça n'a rien à voir, c'est de l'amalgame, c'est de créer des problèmes inimaginables, on en reparlera. Pourquoi ça crée des problèmes imaginaires. Et depuis quand, pourquoi? On reparlera. Merci beaucoup. Alors, quelle est la. J'entends bien, il faut que je réfléchisse à ma retraite. Je suis à 54 ans, j'ai fait plein de belles choses, j'ai appris ceci et cela. Je suis un homme de rupture, je romps à chaque fois et ça reprend et ça repart dans une nouvelle direction avec de nouveaux apprentissages. J'ai même divorcé dans le passé, donc c'est pas de problème. Hein? Oui. Non, ma femme actuelle, je suis peut-être les mêmes. Des applaudissements dans cette date. Là, je suis vraiment amoureux. D'accord, chauffeur. Quelle est la nécessité intérieure qui t'a ramené vers le coaching et pas vers autre chose pour cette préparation de carrière ou cette réflexion à la retraite? Ça avait la réflexion de faire des trucs par-ci par-là, à ce plan intellectuel. J'ai fait déjà la thé il y a plus de 40 ans, avec Dominique Chagrin. Des années après, je fais une longue période après la PNL. J'ai fait la systémique, tant en tant que philosophe, en tant que philosophie, en tant que machin, etc. Et puis, j'ai fait la systémique et d'autres types de réflexions, tu comprendras pourquoi. Edgar Morin avec la complexité. Avec Edgar Morin, moi, je le suis, Edgar Morin, depuis une cinquantaine d'années. Donc, la pensée complexe et tout le Bataclan. Et je voulais, sur le plan intellectuel, faire quelque chose. Je me suis dit que si le coaching, en tant que réflexion libre, d'après tel qu'on l'a vendu, tel qu'Hugo Spondatif me l'a vendu aussi, parce que j'ai collaboré entre-temps durant pratiquement 5 ans, pas avec Bondaté, c'est-à-dire Bondaté a travaillé durant pratiquement 5 ans avec les bases. Donc, je faisais partie des dirigeants qui l'avaient en face, et de l'autre côté. Puis, des années après, j'ai collaboré avec lui, et même conservé les bracelets de l'autre côté. Donc, j'ai pu jouer sur les deux. Ça doit être les faux éléments. C'était pour moi vraiment pour faire le point. Quelquefois, je ne sais pas si vous arrivez, vous voulez faire le point. Vous êtes déprimé, j'en ai marre, vous voulez réfléchir à je ne sais pas quoi, et prenez un roman. Peut-être un roman d'amour. Pourquoi pas? Mais peut-être. Et vous le lisez. Et puis ça vous interpelle. Et ça vous donne réflexion. Le marginal, C'est quand? c'est-à-dire, Introduis-nous le concept, s'il te plaît. Puisque tu as vu Rosier, tu as travaillé avec lui, le marginal, c'est quand? bon, je n'ai pas touché à parce que j'avais dans quel cas on était. Je viens de perdre un ami très très cher. Et puis, il y a 4 semaines, un autre ami, etc. Donc, ce qui fait que j'étais un peu perturbé. Et la tête ne fonctionnait pas très bien. Alors, si tu permets, je te donne un exemple. Ouais. Non, je vais te parler de marché. Non, pour que tu théorises. Oui. Je te donne un exemple que je prends pour un marginal séquent. Et si ça te va, tu conceptualises à partir de l'exemple. Ça te va? Oui, pas de problème. J'espère qu'un bon nombre d'entre nous ont vu Le Parrain.
le personnage de Michael Corleone. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vos histoires de famille italienne et tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis américain, je vais faire le service militaire, m'engager dans les Marines et épouser une américaine. On va dans le combat de la famille. C'est comme ça qu'ils ont raisonné. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est ce marginal séquent qui sauve la mise à la famille et qui a un projet de sortir la famille des activités illégales et de l'installer dans la finance internationale avec comme partenaire pas moins que la Banque du Vatican. Le marginal séquent, c'est celui qui ne quitte pas le système tout en le quittant, qui a à la fois un pied dans le système et un pied en dehors. Et dans l'évolution des structures des entreprises, c'est celui-là qui peut, au sens positif du terme, rafler la mise, qui peut diriger, voire transformer le système. Voilà ma perception filmique du marginal séquent. Comment tu vois ça d'un point de vue conceptuel, théorique? Toujours conceptuel, tu te rappelles quand on avait parlé, là, j'avais parlé de l'allégorie, pas le mythe, l'allégorie de la caverne. Parce que les gens comprennent quelquefois. Alors, l'allégorie de la caverne de Platon, la République, si vous voulez, vous l'avez trouvé, la République, le chapitre, le titre 7, c'est magnifiquement bien expliqué. On va voir, il est là, puis il est là-bas, et puis quand il revient, il voit la chose autrement. Donc voilà un peu le changement. C'est le type de changement 1, 2, avec Václavic et tout le Bataclan, de l'école qui est différent de ce qu'on croit au niveau de l'éducation. Et puis, ça m'a rappelé, l'autre jour on n'en a pas parlé, ça m'a rappelé également le passeur, parce que c'est aussi un passeur. Il y a d'autres qui parlent du passeur séquent. Oui, du passeur, d'accord. D'autres auteurs. Le voyage du héros. Le voyage du héros, où tu dis il y a toutes les narrations, de quelque nature que ce soit, elles suivent une logique d'évolution. Le voyage du héros, Dilsenberg, il en a fait une harira dans le cadre de la PNL. Personnellement, ce que je trouvais, c'est qu'il a dénaturé la chose. Il fallait revenir au source. C'est pour ça que quand on se perd, les arts, donc il faut toujours revenir vers la source. Donc le voyage du héros, c'est aussi la même chose. Il est là, il y a un appel, il l'accepte, il y a des défis, il y a une aide, et puis à un moment donné, il y a des prises de conscience, il arrive à vaincre l'adversité, et puis il revient, l'allégorie de la caverne, c'est exactement, il revient aux origines, et là, il peut ou non être accepté, etc., mais il voit le monde autrement. Donc c'est ça le marginal. Marginal parce qu'il y a le terme quoi, il y a le terme marge, frontière, limite. Vous voyez un peu les choses. Et effectivement, il faut sortir du cadre, pas de la zone de confort, zone de confort. Non, c'est-à-dire de se mettre dans une position, comme on dit, bon, je ne sais pas s'il y a un autre terme, mais dans une position méta, pour voir les choses autrement. Et d'accepter à faire, comme dit notre ami Gaston Bachelard, c'est-à-dire de penser contre soi, c'est-à-dire de penser contre son propre cerveau. C'est un exercice très difficile, et peut-être que tout à l'heure, quand on entrera un peu dans les critiques liées au coaching, et quelles sont les alternatives, et quelles sont les déviations qu'il y a eu, peut-être qu'on touchera un mot là-dessus, mais tout ça, Merci, tu me tends la perche. En quoi ton arrivée dans le monde du coaching, s'il vous plaît, en quoi ton arrivée dans le monde du coaching a-t-elle constitué une rupture du marginal séquent que tu es? Alors, je vais te dire un truc qui va t'étonner. Un truc très simple. Je sais que j'ai eu un parcours assez particulier. Bon, j'en suis conscient. C'est le moins de le dire, moi. Le coaching, c'était l'histoire d'y aider quelqu'un
ولكن من حيث القملية ما المثال هذا صحيح حيت القليل صحيح كيف mais l'idée هذه qui est d'une simplicité comme banale pour moi c'est une révélation j'y ai jamais pensé à 50 et quelques années à 55 ans je dois jamais pensé à un truc aussi banal que ça c'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux, puis après, comme ça, regardez, mais là, وما الحب إلا يحب الأول يصنع c'était ça, cette idée-là, je vous assure, il a, depuis cette époque-là jusqu'à maintenant, ça fait voilà, pratiquement 16-17 ans, 17 ans, comme ça, qu'elle me dérange. C'est à cause de cette idée-là que j'ai remis énormément de choses en question. Énormément. D'où les trois phrases quand je te parlais. Oui. Première chose remise en question, dis-moi. Bon, avant de remettre en question, il fallait vivre. J'ai suivi le courant, c'est-à-dire, j'avais une époque où entre parenthèses, j'avais l'habitude de créer des petits dictionnaires pour moi, des définitions. Hein? Chaque fois que je voyais une définition, je les prenais, et c'est comme ça, dès que la sensibilité de la polysémie des mots. Et après la formation à Abdel Latif, donc on parle d'Arfir. Si un jour vous voyez ce bouquin-là se vendre, s'il vous plaît, ne l'achetez pas. Mais lisez-le. Ne l'achetez pas, mais lisez-le d'abord. Même plus que ça. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, je vous dirai pourquoi. Hein? On peut vous le rendre? Attention, s'il te plaît, Rachida. Compte remboursement. Au tarif actualisé. Si vous voulez avoir une idée du marginal séquent, vous allez le trouver flanqué acteur et vous allez le trouver flanqué zone d'incertitude. Voilà, donc si vous voulez avoir un peu plus d'idées, je ne jette pas le bébé avec le duvage, mais je jette le bébé sans le duvage. Alors, voilà, c'est ton là. Alors, pourquoi Heda? Je l'ai fait pour moi, c'était pour bien ancrer l'apprentissage. Après 2 années de Heda, ma convergence, et puis une année avec une école européenne, hispano etc. J'ai pas la chambre de commerce de Madrid, une année formation-action. Donc, j'ai fait 3 ans de coaching sur le plan théorique, pratique et après. J'avais déjà entamé Heda, mais pour moi, que j'ai montré à des amis, ils m'ont dit tiens, Le petit exercice pour soi, ça fait 554 pages. Accomplime, cher collègue. La mise à jour, la refonte Diallo, jusqu'à ce matin, c'est 1206 pages. Alors, vous imaginez. Commencez par 555. Alors, donc, Yunaya, je vais vous demander quelque chose précisément concernant le dictionnaire et la télé. L'idée, ça va vous plaire, je suis sûr. Si vous dites le contraire, vous allez m'énerver. Alors, j'ai commencé à faire ça, il fallait pratiquer. Alors, durant quelques années, et entre autres bandits qui m'ont encouragé sur le bandit là-bas. Ça te dit de rester un tout petit peu là-dessus avant de. Oui, vas-y, pose-moi les questions que tu veux. Non, je t'invite un petit jeu. Oui, même toi. J'ouvre au hasard. Ah oui, le sabre qu'elle a Non, allez. je n'ai pas demandé de réciter, voyons. Non. J'ouvre au hasard. Je pique un mot. Oui. Et tu réagis tel que tu le sens. Ça te va? Vas-y. Oh. Métaprogramme et neurosémantique. Page 293. Ouais. Alors, dans le cas de la PNL, il y a les métamodèles et les métaprogrammes qui sont très intéressants. Vraiment intéressants. Mais ça m'appelle autre chose que je préfère. Vas-y, beaucoup plus intéressant. Tout ce que nous faisons, quel que soit notre métier, mais surtout dans ce métier-là,
il y a un mot, pour ça que d'abord, c'est la modélisation. Les gens en modélisation, dans l'autre, dans la modélisation. Ah oui, je connais. Oui, pour le dictionnaire, je sais ce que c'est. La modélisation, c'est la façon que nous avons de voir le monde et de l'interpréter, et le mettre dans un cadre. C'est ça la modélisation. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous interprétons, c'est toujours à travers des modèles consacrés. Et ces modèles, qui sont 14 000 milliards de Bachar el-Mel, chacun son modèle. Et le modèle d'hier d'aujourd'hui varie par rapport à changer par rapport à celui d'hier. Et la modélisation, la PNL, il a eu, la PNL, ils ont eu le génie de faire ce qu'ils ont fait grâce aux modélisations et en s'inspirant des gens qui, soi-disant, ont eu du succès dans leur domaine. Et ça ne veut pas dire que j'aime la PNL. J'aime la PNL quand elle est seule, mais quand on coach avec la PNL, pour moi, le seul mot qui me vient en tête, c'est de la connerie. Ben, on n'aura aucun problème. Je répondrai aux questions avec toutes les preuves que vous. La messe est dite. Un deuxième mot? Si tu veux, Voilà. Non, vas-y. La grille des domaines de vie. Ouf. Page 149. Ouais. Alors, les domaines de vie, c'est quelque chose qui est très pratiqué maintenant en Amérique latine. Bon, ça se pratique dans le monde francophone. En Amérique latine, en Espagne et du Mexique jusqu'à l'Argentine, on travaille, c'est bon pour fixer des objectifs, ça facilite la vie. Ça facilite la vie. Et ça rend le coaching, surtout pour les gens, les débutants, ça rend le coaching un peu plus facile. Vous suivez une ligne, oui. Hein? L'autoroute. Le problème, c'est qu'après le péage, qu'il y a les gendarmes qui attendent. Et il faut faire ce qu'il faut faire. Le conseil pour moi, éloignez-vous également de ça. Parce que, on verra pourquoi, quand on verra quels sont les points sur lesquels il faut faire attention. Et donc, ce petit travail pour toi, juste pour fixer les choses, c'est plus de la pratique. Alors, naturellement, beaucoup de pratique en coaching individuel. Et le coaching live, c'est quelque chose que je savais. Par exemple, c'est simple. Donc voilà, est-ce que moi je suis un modèle qui est de m'apprendre pour faire là, donc je ne le fais pas, ben, Par quel pas chez là, ben voilà. Donc, professionnel, oui. Hein? J'étais dans l'industrie, j'étais pratiqué à l'époque, attention. À l'époque, vous savez, j'ai 25 ans, j'ai fait du coaching, mais je peux qu'aider. Alors, je critiquais l'arrêt. Non, il faut avoir de la bouteille. Non, c'est pas dire. Je dirais même ton baril. Ouais, attends, alors, tant l'un que l'autre, c'est des cons. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est encore beaucoup plus complexe. Et on a eu beaucoup, grâce d'abord à Horizon, à Shafir, un vieil ami de 20 ans, plus de 20 ans, aussi à Younes Latif, lequel j'ai eu pas mal d'aventures intellectuelles, et puis bon, j'ai eu d'autres aventures un peu bizarres, de coacher des comités de direction au niveau de la direction financière de Heineken Monde à Amsterdam. En quelle langue? Ah oui, c'est curieux. C'est curieux. Tous les dirigeants, exactement en espagnol, tous les dirigeants financiers à l'époque de Heineken étaient des Hispanisants, naturellement, des Hispaniques de l'Amérique latine. Ou chez l'Espagnol. C'est un truc bizarre. Avec des relais, on m'a appelé, j'ai passé quelques temps avec eux, c'était. Et c'était quel type de coaching? À l'époque, voilà, avec lequel je ne suis pas très d'accord d'abord, naturellement, c'était du coaching interculturel,
Alors, individuel et en équipe. Et parce que quand il y a une direction et puis il y a des pays différents, et il y a des financiers, des comptables, et puis la direction, de toute sorte, il y a toujours des conflits. Donc il fallait travailler ce genre de choses. Alors, عاوتاني تقول لي شوف هذيك la dernière page. Oh oui, oui. 250 dirhams. Ce sont des invendables. C'est machin-là. Il y a des problèmes techniques. Et c'est pour la curiosité. Et en 2016, il n'y en avait plus. L'année dernière, il les avoir encore conservés il y a quelques années sur la bibliothèque, c'était Chaffer. Et voilà. Et avec Chaffer, j'ai eu effectivement, j'ai eu peut-être l'une des expériences les plus folles. Quand je dis folle, c'était vraiment l'usine. On a fait de gros trucs. On a touché combien de personnes? Rêve Renault, le début de Renault, la compagnie Renault à l'époque. Des centaines et des 760. Voilà, waouh. Il fallait le faire. Hein. Il y avait pas mal de coaching individuel, de coaching d'équipe, de toutes sortes. On a créé un multipote sur le coaching intégratif, qui m'a dit tout, qu'on pourrait appeler mainstream, mais pour un truc particulier. On a créé tout. On a tout créé. Et on était 3 fous. On était le chef des rifaux. Et Omar et puis moi-même, on a passé des moments, c'était exact. J'ai pris une milliers de notes. C'est ces notes qui, par la suite, m'ont permis encore de réfléchir à tout ça. Faire des exaltations, faire des activités, moi je réfléchissais. Et avec en agissant, je me suis rendu compte qu'il y avait des contradictions. Des non-alignements. Toujours en contact, des lectures, en contact avec l'Amérique latine, avec l'Espagne, avec la France, de voir qu'est-ce qu'on fait, les contacts avec les Marocains, qu'est-ce que vous faites, etc. Je comparais, je réfléchissais. Et parmi les trucs, ces dernières années, moi aussi, il y a un laboratoire avec là, les gens qui étaient là. D'ailleurs, quand je sortirai d'ici, je vais sortir aussi du groupe. Pour moi, c'est un laboratoire, c'est fini l'histoire. Non, mais je vous dis ce que je pense. Mon contrat pour venir ici, moi, je n'ai jamais accepté l'invitation de qui que ce soit. C'est la première fois que je fais ça et c'est la dernière. J'ai dit à une condition, que je dise exactement ce que je pense. On est conscient que vous assistez à un fois. On est en pleine physique quantique, on est bien d'accord. C'est possible. Alors, puisque c'est la dernière. C'est possible de changer la position de la chaise juste là en face de la caméra. Comme ça, on peut bien voir son visage. C'est lui qui bouge ou c'est moi? C'est lui. Il va venir à côté de toi. Si ça ne le dérange pas. Et je garde le même speech. Hein. Question de coach. Est-ce que ça te dérange, cher ami? Non, moi je veux rien me dérange. Et même si ça te dérange, viens ici. Merci beaucoup. Je voulais le demander tout à l'heure, mais je ne pouvais pas vous Il faut le dire. Hein. Voilà. Mais puisque vous avez dit que c'est la dernière fois, donc pour l'instant, je demande. Ah non, mais c'est. Alors, quelle a été ta condition pour venir? Alors, ma condition pour venir, effectivement, c'est ça. Voilà, ma condition pour venir, c'était de dire exactement ce que je pense. Ouais. Et pendant que j'exerçais, que je faisais la clé, Si tu permets, je suis remis en question. Oui. ça n'a posé aucun problème parce que c'était mon intention de départ. Il n'était pas question que j'invite quelqu'un pour lui dire tu dis ceci et pas cela. C'est pas comme si on en a parlé. قلت له الناس كي دايرين واش نطلع بالبوت كذا نسدهم قلت لهم une condition quel que soit X les gens qui sont là-bas moi je dis ce que je pense ce que je sens et je dis pourquoi et que les gens peuvent poser des questions pourquoi est-ce que t'es là c'est tout on parle chacun après personnellement je m'en fous moi je veux dire c'est comme ça non soyons clairs et où est-ce que j'étais dans mes conneries alors j'allais t'interpeller sur contradiction à partir de contradictions, ouais.
En quoi ces contradictions observées ont-elles amené une nouvelle rupture? Alors, parmi les observations, très rapidement, je me suis rendu compte, premièrement, il y a quoi comme la non-directivité. Avec c'est mon fil conducteur, même si je n'en parle pas, quelque part, elle est là. Il ne faut pas l'oublier. La première des choses, c'est qu'il n'y avait pas de définition de coaching. Ah, mais oui, les chefs, que façon les narres délivrés et la oui, mais il n'y a pas de définition. Quand tout le monde a sa propre définition, c'est qu'il n'y a pas de définition. C'est ça. Jusqu'à maintenant, l'ICF et les autres associations, à travailler sur les deux autres associations de l'ICF, il n'y a pas de définition de coaching. Parce qu'une définition a besoin d'une définition elle-même. C'est quoi une définition? C'est quelque chose de distinctif. Si on n'a pas, c'est comment? Donc, déjà, la première observation, quand on a comparé les promotions, etc., bon, le coaching, c'est ça, etc. On en voyait, mais moi, je n'étais pas satisfait. Deuxième observation. Et ça m'a rendu malade. J'ai cru, là, j'avais découvert le truc pour dire. Je croyais que j'étais le seul au monde. C'est comme quand je me suis rendu compte que j'étais athée. Je croyais que j'étais le seul athée. Voilà, ah oui, j'ai découvert que quelqu'un était comme moi. Et le deuxième cas, c'est qu'il n'y avait pas d'histoire du coaching. Ben, pourquoi l'importance de l'histoire? Et que non, avec une Socrate. Ah, la maïotique. Ouais. C'est quoi la maïotique? C'est le métier de la maman. Quel numéro. Ma mère était sage-femme. Sage-femme, les années 40, elle a fait ses études. Et elle est née dans les années 20, fin des années 20, et il avait, tenez-vous bien, un niveau universitaire. C'était la seule RIFEN à avoir un truc, les années 40, 50, et je crois jusqu'au début des années 60. Bon, je discutais énormément avec elle. C'était un numéro. Elle m'a toujours encouragé à. On voit le résultat, mon ami. Et donc, point commun avec Socrate. Oui, c'est impossible. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, donc, l'histoire est une absence d'histoire. Parce que quand il y a une histoire, on dit c'était Kada, et Kada, Socrate il a fait, il n'a pas fait, il devait faire, etc. Et puis après, voilà, Aristote, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Oui, la praxéologie, c'est une méthodologie dans cette théorie. Et puis. Je suis désolé, il est rentré dans le chauffe-eau. Et puis il y a toute l'histoire de la pensée. Moi, je me suis intéressé énormément à l'histoire des idées, à la théorie de la connaissance, à l'épistémologie, parce que la théorie de la connaissance, il y a des pays, c'est la même chose, c'est pas la même chose que le cinéma, on s'en fout. Et il y a donc l'histoire, et il y a l'épistémologie, c'est-à-dire la création du savoir et des connaissances, avec comment on le fait, comment on peut considérer tel savoir ou pas savoir, est-ce que c'est une croyance ou l'élevage, etc. Donc le mécanisme cognitif qui fait que c'est comme ça au principe. Bon. Donc il fallait nécessairement une histoire. On a blablablaté, d'ailleurs je te fais un petit exercice de rien du tout. Le mot coaching ou le dictionnaire de coaching, tel que le comprenons. Le mot coaching c'était au 19e siècle. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Qui peut dater la première apparition du mot coaching? Coaching dans le sens connaissance, dans le sens coaching. Moi, je coach le Coran. Non, dans le sens des aiguilles du monde. Allez, l'ancienne dame. Dans le coaching à l'auto. Dans les années 50. Ouais. 50. Il a répondu, et il avait raison officiellement. Tu m'avais dit 85. Ouais. Non. Le fameux Timothy Galway. Non, bien avant, non. C'est pas depuis Socrate? Non, Socrate, jamais. On peut l'appeler la période, si vous voulez que je parle de Socrate et pourquoi elle a fait, parce que, bon, c'est toute une histoire, mais je vous parlerai de Socrate et l'épisode d'Yannès se base sur ça, mais ce n'est pas exactement ce que la période socratique, en fait, il faut parler de
Socrate platonicien, parce que c'est très difficile de faire. C'était ce qu'on pourrait l'appeler un proto-coaching. Le proto-coaching, ça veut dire un peu à l'arc de hal. C'est comme si on faisait un petit schéma avant de passer des clichés au propre. Donc, c'était du proto-coaching. Mais où est-ce que je me suis arrêté là? Ça remonte à quelle année? Oui, ah oui. Alors, le coaching, en fait, au climat d'hier, la méthodologie d'hier, la non-directivité d'hier, c'est-à-dire, tel qu'il devait être aujourd'hui. Ça a commencé en 1928. Et vous connaissez tous dans quelles circonstances, et personne n'en parle. Elton Mayo de l'école des ressources humaines a été connu pour un travail avec des ouvrières, etc., électriques, je ne sais pas quoi. Bon. Ah oui, et dans quel cadre? Dans le cadre d'ILH. Dans le cadre de la motivation, les conditions, la reconnaissance. Et puis voilà, j'ai étudié aujourd'hui le CADA et on ferme le cahier. C'est là où ça commence. Comment ils ont fait ça? Matériellement, sur le plan organisationnel, qui étaient les personnes qui ont fait ça? Est-ce qu'ils ont mené des enquêtes? Avec qui on parlait? Moi, j'ai vu tout ça et c'était totalement caché. Et c'est grâce à des gens, des amis, avec lesquels je suis en échange, etc. Dès que les années à Obtani, il y avait un ami à Obtani les États-Unis qui tient l'original de truc. Et lui-même, il l'avait découvert. Tout ça, ça a été découvert les 3 dernières années. C'était en 1928, sous la houlette d'Elton Mayo, qui faisait donc l'enquête. Dès que l'enquête a été transcrite, de 28 jusqu'à 30 et quelques. Sauf que, quand ils ont commencé, ça était fini rapidement parce que Elton Mayo d'abord était malade, et deuxièmement, c'était 28. Hein? La crise. Donc, il y a eu des problèmes. Ça continue là, donc en 1933, ils ont fait un rapport. Donc les jeunes professeurs à l'époque, ils ont fait le rapport parce que Elton Mayo ne pouvait pas les aider. Il a fait une introduction, mais il ne pouvait pas les aider parce qu'il était malade, il avait des problèmes pulmonaires. Et ils ont fait un rapport. On dit que le rapport, un des références dialogue, si vous voulez, je vous l'envoie en anglais. Et dans le rapport, il y avait des annexes dans lesquelles il disait voilà les entretiens que nous avons faits, à l'entretien, et quels sont les principes de l'entretien, comment est-ce qu'il fallait le faire. Et Hedchi que nous sommes en train de faire, ça s'appelle coaching. Et l'entretien devrait être non directif, et comment, etc., jusqu'au bout. Donc, c'était de 28 à début des années 30. Ça a été repris de l'article, les idées, par juste avant la mort d'Elton Mayo, qui est mort en 1944, juste quelques mois avant, il a sorti un bouquin où il a parlé de ce rapport et de l'époque quand ils ont lancé le travail. Ces idées-là, Elton Mayo, on a discuté également avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Michael Polanyi. Vous connaissez Polanyi? Polanyi, bon. À distinguer bien comme il faut de Michael Corleone, on est d'accord? Corleone, Pola, P-O-L-A-N-Y-I. C'est un polymathe. Vous savez ce que c'est qu'un polymathe? Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expertise, beaucoup de doctorats, beaucoup d'études. Voilà, alors c'était un scientifique, c'était un médecin, un biologiste, un chimiste, un physicien. C'était une tête assez particulière, il a enseigné des universités, et puis il a côtoyé les scientifiques, et à un moment donné, il s'est posé des questions. Au Gabon, j'abandonne tout ça, je deviens philosophe et je deviens spécialiste en épistémologie. Après le Vista à 45 ans, et puis voilà, il a fait des trucs. Et c'est lui le papa de dire la connaissance tacite. Si vous avez entendu parler de Tanaka, japonais, alors de Kerdara, Zef, Vincent Léon. Et pas pour le motif dont je parle. Alors, donc voilà, il y a une histoire, mais malheureusement, ce genre de choses ne ressort pas, parce que quel est le principe? Il faut. Ce qu'on a découvert, c'est que le coaching a connu une évolution spontanée. Non, il a évolué.
il a évolué, et bon, il y avait que ça, bon, il y avait aussi l'existentialisme, il y avait la phénoménologie, qui a donné par la suite ce qu'on appelle l'écoute phénoménologique. Bon, mais il y a eu toute une évolution, on reparlera tout à l'heure. Donc, observation, de contradiction et rupture. On passe en. Alors oui, alors il y a eu rupture. À un moment donné, j'étais désespéré. J'essayais de trouver une logique à tout cela. Déjà sur le plan de l'histoire des idées, en relation avec le coaching. j'avais عقلتني كنا دائما في الدار عندي كنت ندير ديك الورقه فيها 2 كيلومتر كنت هزيت ديال تقبل دونك il y avait des flèches etc. Si vous voulez avoir une visualisation, c'est comme des tableaux qu'on voit dans les séries où on traque le criminel. Avec des punaises, des fresques. Donc, ça a duré longtemps, là, certainement. On mangeait, j'étais tout le temps le mur à la maison. Et à un moment donné, je n'ai pas réussi à faire le changement. Qualitativement, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu le courage, disons la prise de conscience de savoir quoi faire. J'avais un problème. J'ai un problème, je sais quels sont les éléments, mais la formule, je ne l'ai pas trouvée. Ça m'a tellement désespéré près de finir. On a continué, puis à un moment donné, j'ai eu un problème familial, et j'ai eu une petite dépression. Et là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de tout arrêter. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Même le dictionnaire que je préparais, celui qui. Mais immédiatement après, juste avant le Covid, il y a eu. Non, à le Covid, avec mes relations en anglais, il y a eu encore des contacts. J'ai relancé, ils m'ont relancé, on a continué notre réflexion. Et puis je me suis dit, tiens, je connaissais les gens, mais je ne connaissais pas exactement leur philosophie. Je me suis rendu compte qu'on se posait les mêmes questions. Sauf que eux ont trouvé la réponse. Fil conducteur, ils l'ont trouvé, surtout le nom de Léonard, il a trouvé le fil conducteur que moi j'avais pas trouvé. Moi je le mettais à côté d'une juxtaposition d'idées. Bon, ok, mais quel est le lien? Comment ça se construit? Et ils ont trouvé ça, et je continue une longue conversation et travaux. Conséquence de la rupture, j'ai pris le dictionnaire qui était pour moi un dictionnaire de coach bis. Il fallait faire rétropédaler, remettre tout en question, reprendre tout dans une nouvelle optique. Et c'est là la dernière étape, c'est la 3e étape dans laquelle je suis actuellement. Alors, quels sont, je crois. Merci, ça nous permet. Je le manipule de temps en temps. Voyons. Vous êtes rendu compte, hein? Et j'en suis très heureux et même complice, nous savons tous, par notre pratique de vie, pas seulement de gauche, que quand on croit manipuler l'autre, l'autre nous manipule et que la manipulation est toujours en double sens. Et c'est une très belle manipulation, mon cher ami. Et donc, nous en sommes aux sciences humaines et sociales au service des métiers d'accompagnement. Le titre a changé. Le titre déjà a changé. Je propose qu'on ouvre le vase pour le moment, pour que les amis y versent ce qu'ils veulent, pour que nous continuions à débattre sur l'introduit. Ça te va? Oui, alors, allez-y, ça m'est égal. Versez vos questions, vos réflexions, vos étonnements, vos enregistrements, vos négations. Allez-y. S'il y a quelque chose que je ne connais pas, je vous le dirai en face. Nous avons un matériau extraordinairement riche. Profitons-en. Qui est le dernier? Ouvre le vase.
Tu lèves la main ou tu prends la parole? Je vous remercie d'abord pour vraiment merci pour cette conversation très riche. Un parcours fabuleux. J'en ai retenu de 6 ou 7 ruptures, avec un fil conducteur et des ruptures. Et le coaching est arrivé après une grande carrière dans tout ce qui était notamment l'industrie, un peu donner un cadre de référence pour un peu repenser ta vie, repenser. Donc, ça nous arrive un peu tous qu'à un moment donné, on a envie de revoir un peu notre manière de fonctionner, notre parcours de vie, et on se pose la question, est-ce que je fais, à qui je vais m'adresser et comment je vais me reprendre un peu mon parcours. Merci beaucoup, en tous les cas, parcours très riche, beaucoup d'exemplarité, merci. Au niveau de l'approche, ténacité, tenace. Réémergence, vraiment beaucoup de ténacité. Elle était belle, elle il fallait que je la suive. Je ne pouvais pas, il fallait sauter. Et il y a beaucoup de complicité entre nous. Moi, c'est une. Moi, je suis prêt d'aller. Je me suis levé, en fait, je ne voulais pas faire de résumé, c'est juste pour organiser un peu la discussion. Allez-y. Vous pouvez me rentrer dedans, hein, sincèrement. Ben, allez-y. Qu'est-ce que vous avez pas compris? Vous n'êtes pas d'accord? Que ce soit justifié? Je vous proposerai même comment aller chercher des trucs. Allez-y, n'ayez pas. Il n'y a rien à cacher. Alors, j'ai compris que dans votre retraite, il y a eu plein de contradictions, plein de ruptures et tout ça. J'avais donné quelques exemples, il y en a beaucoup plus. Et donc, du coup, en fonction de tout ça, aujourd'hui, comment tu pratiques le coaching d'abord? Est-ce que tu le pratiques? Non. Ok. Je fais que de la recherche. Donc, plus de pratique. Non, écoute, je suis fatigué. J'avais eu un énorme accident il y a quelques années, vraiment un gros accident, avec hémorragie interne du Bataclan. Il m'a fallu des mois pour récupérer. Moi, je fais du sport, je fais beaucoup de natation, parenthèse. Mais disons que ma santé n'est plus ce qu'elle était. Et puis, je suis bien là où je suis. J'écris, ça me fait plaisir. Je bois ma petite bière, je vois des films, je lis énormément de romans. Et puis voilà, on fait la marche, ma femme et moi, et c'est super. Mais le coaching, je fais que de la recherche. Et pour la recherche, tiens, je peux même anticiper un truc. Je voudrais rapidement finir pour une raison très simple. Pas pour l'éditer du tout. Mais alors là, je n'ai même pas l'intention de le voir en papier. J'aurais bien aimé qu'il y ait, je lance cette chiffre, j'ai rien à cacher. Qu'il y ait un site, un machin, un truc, un plateforme, où on pourrait le mettre, qu'il ait une forme. Ne me dites pas qu'il faut que je paye non plus de ma poche. De le mettre là-bas. Là, de le mettre là-bas. Je m'en fous. Sincèrement, de le mettre là-bas. J'ai pas mal de parties qui sont finies, etc. De permettre qu'il y ait une petite équipe pour pouvoir mettre un jour. Ça mérite des applaudissements, les amis. Mais pas les remerciements. De le mettre là. Tant que je suis vivant, en train de vous emmerder, donc je continuerai à le faire tout là. Mais j'aimerais bien le mettre là. Pourquoi? Ça m'a pris des années et des années de travail. Ça serait dommage de. Et puis le mettre sous fond de papier. Tu ne peux pas le mettre à jour, un papier. Tu ne peux pas le mettre à jour. Il y aura toujours quelqu'un. Dernièrement, mon ami qui est mort, il a ouvert un truc, il avait un truc au niveau d'Internet. Et hier, j'ai travaillé avec certaines personnes pour que ce qu'il a fait, parce que c'est très intéressant au niveau de la lecture et de la culture, que les gens, qu'il y ait un comité qui puisse animer les critiques, même s'il est parti, lui qui est créateur aussi, de continuer à travailler là-dessus. Ben, c'est la même chose, il est là, il y a d'autres personnes, vous copiez, vous faites ce que vous voulez, il y a les sources, j'ai plus de 50 pages de bibliographie, de sites, de tout ce que vous voulez.
Allez-y, les techniques, le mainstream, tout ce que vous voulez. Merci pour ce cadeau. Donc, il y a Mounia qui est avec nous, qui dirige le comité en scientifique de l'ICF. Et probablement de rendre la visite en comité pour parler de ça de manière pratique. D'ailleurs, on vous remercie infiniment pour vos partages, pour votre générosité. Parce que je crois que le métier est intéressant. Mais en quoi? Mais pas tel qu'il est actuellement. Tant que on dit, pour moi, comment vous allez savoir? Tant que je dis, je suis un coach ikigai, tant que on dit, je coach avec, on ne peut pas. Il y a Kamel, il y a Bichara. Kamel d'abord ici. J'ai deux questions. Concernant, je reste un peu technique et je te rejoins sur la nature du métier de coach. Ouais. Mais avant celle-là, moi, je préfère poser d'abord la deuxième. En t'entendant depuis tout à l'heure, je ressens, je ne sais pas, c'est un ressenti chez moi. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu comme émotion, comme énergie de ta part, une grande colère. Oui. Ouais. Il y a la colère qui est là. Non, c'est bien, c'est tout à fait ça. Heureusement que la colère n'est pas toujours mauvaise. Alors d'abord, oui, Allah, Allah s'accorde, allez, voilà. Mais en même temps, ça te permet de réfléchir. Il y a une colère. Il y a une colère, je vous dirais pourquoi. Enfin, je crois que vous l'avez compris. C'est dommage. Le coaching est quelque chose de noble. Je considère qu'il devrait avoir une certaine forme. Malheureusement, il a été atrophié. C'est devenu du coaching Frankenstein. Ce n'est plus qu'Eda, ce n'est pas normal. Il a sa philosophie, je l'ai touché, j'ai vu. Le coaching, il faut au lieu de dire coacher avec l'AT ou la PNL, il faut dire coacher avec le coaching. Parce qu'il a un bideti. Il n'a pas besoin d'aller voler à droite et à gauche, et les outils, et je ne sais pas quoi, et la affaire. Et les outils. Les outils, vous les avez volés à droite et à gauche. Oh, ça, c'est pas du coaching. La philosophie de la PNL, ce n'est pas la philosophie du coaching. L'AT, merci M. Berthe, j'adore. C'est pas les bouquins qui m'aiment le plus. C'est que dites-vous après avoir dit bonjour, j'adore. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le coaching? Etc. Je sais, moi, je connais le. Mais je vais dire ce que je pense. Oui, et je dis pourquoi. Quand je parle de colère, pas uniquement concernant le métier de coach. Depuis le début, c'est-à-dire de ton parcours de vie, je ressens c'est ce que j'ai ressenti, une contre-dépendance qui a marqué ta vie depuis le début. Et la colère, pas uniquement, depuis toujours. Si la colère était devant toi, on va essayer. Je lui casserai la gueule. Tu lui diras quoi? Tu es en colère contre qui? Contre quoi, en fait? Non, tu as bien fait de toucher à ça, mais bon, je ne sais pas si c'est le Heda. Je crois que vous l'avez deviné. Regarde l'histoire de la famille, ce qu'il montre aussi. Des enfants en prison. Quand tu vois ma tribu a été bombardée et que le gros, nos citoyens, concitoyens là-bas, ils ont des cancers à cause de cette histoire. Quand je vois comment le Hirak du Rif, les gens, on a touché cette région. Quand tu vois bien en Espagne comme étant un citoyen j'étais espagnol, un citoyen de deuxième zone. Quand je vois comment on nous traite, on nous voit les Rifins là-bas à l'époque. Et d'autres. Dès que l'injustice, je l'ai vécu. J'ai passé toute ma vie. C'est pour cela que j'étais toujours dans les mouvements de gauche et j'ai été cadet et j'ai risqué ma vie de dizaines de fois. C'était ça, et je continuerai. Je ne tais pas. Et ça, c'est mon caractère, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de vivre. Mais quand j'ai choisi le coaching et j'ai écrit, pour écrire un truc comme ça, c'est parce que s'il n'y a pas d'amour, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Et puis finalement, je me rends compte que cette femme que j'ai aimée, elle me traite.
Alors qu'il. Elle se témoigne pour 10 ans téléphone. Là, vous avez des cas de non, non. Écoute, c'est parce qu'il est Merci. Je vais relancer du côté de Bichard. Oui. Il y a une deuxième question. Il y a une deuxième question. Deux. Pensez. Il y a encore une. Et comment s'il te plaît. La deuxième la pause, c'est bon. Bichard, s'il te plaît. Mais il y a une deuxième question. C'est pas grave, Bichard, allez. Yallah. De toutes les manières, Anna, ma question, elle rejoint ta question parce que toi, tu as perçu de la colère. Moi, oui, j'ai perçu aussi de la colère, mais cette colère, c'est. Moi, je l'ai perçue envers le métier. Peut-être la pratique du métier. Exactement. Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on parle un peu. Oui, je suis d'accord. Comment le métier il a été dénaturé. Ça, c'est une partie. Et une autre partie, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu en veux à la clé, à l'appel. Parce que. Cadre de référence, qu'on appelle Non, cadre de référence. c'est des cadres de référence. Pour moi, c'est des cadres de référence sur lesquels s'appuie, Grace ou pas, un coach, pour analyser, pour comprendre peut-être la problématique, pour essayer d'analyser et de comprendre et d'aider son coach. C'est juste des outils, mais ce n'est pas. Ce ne sont pas des outils innocents. Qu'est-ce que tu veux dire par Voilà. C'est ça, il faut parler de ça. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien qu'on en parle. Mais là, je vous ai dit, parce que je n'ai pas fini un peu le raisonnement. J'ai dit, il y a déjà un truc très simple. Le plus grand ennemi du coaching, c'est le terme coaching. Déjà. Le grand ennemi, number one, du coaching, c'est le terme lui-même. Faites-moi. Deuxièmement, j'avais dit la définition. Troisièmement, j'ai dit l'historique et l'histoire des idées, de comment on est passé d'un proto-kata à quelque chose. Troisièmement, les associations, il n'y a pas que du CF. C'est comment ça, c'est légal. Comment est-ce qu'ils élaborent les compétences? Et c'est quoi les compétences? On dit que les compétences, est-ce qu'on respecte la définition qui devrait se baser sur la non-directivité? Est-ce que ce qui suit après obéit à la non-directivité? Parce que tous les coachs qui disent que non, ne sont pas directifs. Et j'ai coach a dit qu'il n'est pas directif. Mais en utilisant certaines choses, un diagnostic est directif. La plupart des outils que je connais, écrits, d'autres qui ne sont pas là, mais sur lesquels j'ai travaillé, etc. Tout ça, inconsciemment, devient directif. Mais pourquoi? Parce que dès le départ, il n'y a pas quelque chose de clair, une définition, j'ai 14. Et quelle est ta définition du coaching? Et toi, quelle est ta définition du coaching? Mais le coaching n'est pas une science exacte. Ce Rien n'est pas des mathématiques. Mais il y a un minimum. Une définition exacte. Naturellement que ce n'est pas de la science physique. Mais le coaching, il devrait avoir un minimum de règles. Un SMIC. S'il dit que le SMIC, on ne se met pas d'accord sur ça, donc, le coaching, il s'ingère dans la vie de la personne. Il intervient au niveau du contenu, directement ou indirectement, ne serait-ce qu'avec un clin d'œil. S'il n'est pas ça, donc, ce n'est pas ce que j'avais appris, ce que j'ai cru qu'on apprend. Mais il faut un minimum de règles. Quelles sont ces règles? Parmi les règles. Parmi les règles. Il faut une histoire, et après, ça prendra un jour le temps où je vous dirai quelle est l'histoire, mais de dire, au minimum, une définition de coaching, et tout découle de là. Parce que si on ne se met pas d'accord là, tout le reste, tout est valable. Parce que les outils, tout est valable dans le coaching. C'est comme tout est valable dans le coaching. Tout est bon. Alors, le coaching, c'est quoi? C'est un métier non directif, non transférentiel, que ce soit. Donc, à partir de là, si on comprend exactement ce que c'est, je le mets là,
c'est mon critère. Et maintenant, comparons. Alors, quel outil? Est-ce que cet outil-là, les outils etc., etc. Même concernant le mot non directif. Le mot non directif, on peut le faire pour le récupérer encore. Le terme a été, je sais connaître, il a déjà dans les années bas, je vous ai dit, par Carl Rogers. On est d'accord? Carl Rogers, déroule tout de suite, il s'est rendu compte qu'il va poser problème au niveau de l'éducation, au niveau du cadre, sur d'autres éléments. Non seulement au niveau de la psychothérapie, mais sur d'autres éléments. Et il l'a abandonné tout de suite. En quelle année? Je ne peux pas l'oublier parce que c'est l'année de ma naissance. En 51. En 51. C'était un samedi. Voilà. À quelle heure? À 8h du matin. Demandez à la maman. Alors, donc, il a abandonné, c'est de là qu'est venue l'histoire d'Yel, la thérapie, centrée sur la personne. On dit, il a dit même le mot client canard à cause de la relation. Il a abandonné parce qu'il a trouvé qu'il. Ce terme-là, il est au cœur du coaching, pas de la thérapie. L'erreur des termes, maintenant avec Rogers, quelle est l'erreur? On l'a fait avec les autres, l'analyse transactionnelle, et tout le reste. C'est que c'est qu'on oublie le concept, l'outil, le processus ou n'importe quoi que j'ai pris pour l'utiliser dans mon cochon, parce que tout est bon dans le cochon. Quand je l'utilise, j'oublie une chose. Avec l'outil ninja. Ninja. Yallah, répondez-moi, vous le savez. La psychothérapie. La psychothérapie. La psychothérapie a sa propre logique épistémique. Elle a sa propre construction de connaissances. Oui, mais c'est. Mais c'est ça le. Oui, d'accord. Mais il n'y avait pas que ça. Je veux dire qu'il y a d'autres déviations. D'accord avec toi, juste, bon, on ne mélange pas le coaching et la psychothérapie. C'est deux choses différentes. Le coach, il sait très bien, il a un objectif. Il accompagne son client vers un objectif bien déterminé. Il peut utiliser certains cadres de référence pour essayer de comprendre, mais il ne rentre pas dans la psychothérapie. Et c'est ça justement, je suis d'accord avec toi, c'est là où peuvent arriver des dérives. Il n'y a que ça, madame. Il n'y a que des dérives. Parce que, écoutez, j'ai une liste d'IL et on peut entrer dans tous ces détails. Il n'y a aucun problème. Et si vous voulez même une bad au niveau d'IL, en attendant qu'il y ait ce que vous avez dit, etc., on peut créer un petit WhatsApp pour vous donner une ligne qu'est-ce que je fais l'arrêt et que je vous dis ça premièrement, deuxièmement, par écrit. Et avec toutes les références et les sources. Ça, c'est promis. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, inconsciemment ou pas, on tombe dans ce genre de dérive. Par exemple, donc, voilà, comme puisque quand on définit, on définit, il fallait définir un terme. Il faut définir un terme parce que c'est à partir de le terme qu'on peut parler le même langage. Hein, la police est née, c'est à partir de là qu'on peut dire et on a dit que le cœur du cœur, c'est la non-directivité. Et on a dit c'est le non-transfert. Or, dans ce monde, et je n'ai pas besoin, et je vais vous dire un truc, ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Je n'ai pas besoin de diagnostic. Ça, c'est une déviation, mais je voulais ramener
Voilà, ça c'est un exemple. Réfléchissons, tout ce que je vous demande. Je ne vous dis pas de me croire, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour convertir ou etc. Alors, je n'ai pas le jihad. Bon. Bon, c'est-à-dire, tout ce que je vous demande, c'est de vous inspirer de Descartes. Le doute méthodique. Au moins le doute. Tout ce que je vous demande, c'est d'abord de douter de vous-même, deuxièmement de douter de ce que je vous dis, et de reprendre la réflexion, tout simplement. D'où le questionnement. Voilà. Et, alors, parmi les trucs que moi j'aimerais bien, c'est de dire, c'est quoi le diagnostic? Alors, moi, c'est très intéressant ce que j'écoute depuis tout à l'heure et merci beaucoup pour l'authenticité et le courage justement d'aller là où souvent on n'y va pas parce que c'est bien plus facile de faire ce qui a toujours été fait et en y ajoutant quelque chose et c'est ce qu'on appelle de l'approprier. Après, si je comprends bien maintenant, c'est que le coaching aujourd'hui, étant pas défini, ne peut pas cadrer ou faire un choix pertinent d'outils. Et de ce manque-là, comment pourrait faire un coach aujourd'hui voilà, c'est ça les pistes. Coacher, voilà. Ça déjà, et puis, moi personnellement, j'embrasse toujours cette idée d'aller à contresens et de penser contre moi, contre ce qui est dit, pour aller chercher mieux la vérité. Et donc, moi aujourd'hui, terre à terre, comment je peux faire pour être en alignement avec une définition la plus proche et la plus sincère au coaching, tout en ayant cette conscience de faire un choix aligné. J'ai repris espoir déjà avec des gens que je connaissais déjà. Mais moi, je connaissais, sans déconner, je veux dire, j'étais con de ne pas écouter. J'écoutais avec une oreille, mais pas avec les yeux. Et puis après, déjà, en 2020, là, j'ai fait l'effort de réécouter, de discuter. On a beaucoup échangé. Et ce qu'on cherchait, c'est de trouver ce qu'on pourrait appeler une théorie générale, c'est-à-dire une théorie générale du coaching qui serait une espèce de système spécifiquement adapté au coaching qui nous permettrait de distinguer les choses. Ben, chacun, hein, on est libre, je veux dire. Mais déjà qu'il y ait quelque chose de se dire, le coaching devrait s'inspirer de lui-même. Le coaching devrait être libre. Le coaching devrait prendre son indépendance. Le coaching, etc., etc. Et c'est ainsi que, à partir, alors à l'époque, Keynes, dans le mouvement international, il y a le coaching non directif, qui lui n'a pas pignon sur rue, mais c'est toujours un groupe de centaines et de centaines de personnes qui réfléchissent à cela, qui n'appartiennent à aucune association, sauf une association informelle pour l'échange des leadership, et qui est animée par un jeune homme. À l'époque, il était jeune homme, maintenant il a 45 ans, toujours jeune, et qui est tombé dedans comme Obélix dans ce monde-là. Il est docteur en économie, spécialiste en praxéologie, donc la théorie de l'action, de l'école autrichienne d'économie, professeur d'université, etc. Qui a été coach, qui a écrit pas mal de bouquins sur le coaching et chaque fois il se remettait en question. Il a écrit un truc comme Patrick, ce que j'ai écrit là-bas, c'est de la connerie, hein, je continue. Extraordinaire. Et puis, on fait dit que les réflexions, il a dit, bon, moi je prépare mon doctorat, si vous pouvez m'aider là, mais je prépare mon doctorat en psychologie, parce qu'il n'y avait pas où mettre le coaching. On a des rêves de petit doctorat, il faut que je fasse des. Lui, il a fait en psychologie avec d'autres complices, où il y a eu d'autres expériences, relations entre les neurosciences et la non-directivité. Alors, voilà. Gorka Bartolomé, si vous voulez que je vous donne le nom de la personne qui préside le projet. Et il a soutenu
bien sûr qu'on attendait avec impatience parce que c'était le résultat d'années de travail dialogue et avec chaque fois il y avait des bagarres entre nous. Il a soutenu en novembre 2021 sa thèse de doctorat, 700 pages, un truc comme ça, qui s'appelle La théorie générale du coaching, en espagnol, ni en anglais, ni quoi que ce soit. Des références hispaniques, mais particulièrement anglaises, parce qu'aux États-Unis, il y a un mouvement, précisément de non-délectivité. Et parmi l'un des membres, on dit que les documents, les trucs de Maillot, le truc qu'il a créé, ils ont participé avec ça, donc, et qu'il a intégré dans et c'est sorti. Donc il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose, un papier, il y a un document, il y a quelque chose où il dit également, et nous le disons, c'est pas complet, il manque là, il y a des trous quelque part. Mais dans sa thèse, à la fin, il dit il manque ça, ça et ça et ça, et qu'il faudrait aller chercher là et là, parce que l'Allah, ouais, ils ont donné la note la plus importante. Et donc, le document pour faire un truc comme ça existe. Mais malheureusement, il est en espagnol. Je dis que c'est là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, si j'arrive à prendre ce qui est le plus important, et je l'ajoute au coaching mainstream, et que je le donne aux gens, vous trouverez le coach avec PNL, et de trouver ça, que les gens puissent avoir tout ça devant eux, et de se poser des questions. D'où la proposition de tout à l'heure. Pour que vous continuiez. Moi, ça fait j'en ai marre. Mais que vous continuiez. C'est ça, l'un des motifs de pourquoi je suis venu. Et puis, on va, je finis les invitations. La première et dernière. Mais de dire, voilà, il y a ça, il y a cette possibilité. Je vous propose ça. Réfléchissez. On va faire le coaching avec la PNL, on va dire le coaching avec la danse du ventre. Merci beaucoup, merci pour cette proposition. Dernière question. Je vous propose bien, s'il te plaît, là. Je vais te la poser. C'est Zakia qui rebondit. Ils vont conclure. Zakia, c'est 8h30. Zakia, dernière intervention. Ils vont conclure et on ira à la pause quand tu dis. Plutôt, il y a Isère qui intervient. Il y a Zakia avant tout. Ok. Alors, moi, ma question, c'est un coach qui est fraîchement diplômé. Si tu devais être ses lunettes pour voir plus clair dans cette fusion qui n'a plus de nom, qui est dénaturée, quel serait le message que tu lui donnerais pour l'initier un petit peu sur un chemin qui n'est pas clair? C'est une question très très simple. Très très simple. Je n'ai pas pensé, je ne sais pas quoi dire. On va... Non, sincèrement, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Non, honnêtement, je ne sais pas. Mais simple, apparemment la réponse devrait être simple. Sarah, je ne sais pas quoi dire. N'oubliez pas que je suis en pleine, depuis quelques années, en plein travail. Donc, je ne suis pas encore arrivé au bout du chemin. Il y a encore des travaux à faire au niveau du gros, comme la relation épistémologique, comme tu l'as dit. J'ai un long chemin encore à parcourir. Et c'est pour ça que vous dites que le Canada, au fur et à mesure, dès que les informations, peut-être toutes les semaines ou 10 ans, au moins vous avez des informations disponibles immédiatement. Et puis, critiquer, vous les mettez à jour, moi je m'en fous, je veux dire, comme un coup, foutez-moi la paix. Mais là, quel est et je ne sais pas quoi dire. Je suis en plein dedans, je vois la lumière du bout du tunnel, mais le bout du tunnel est encore loin. Je vais demander à Mohsin et Mohamed Rachid de conclure, et Emmanuel qui viendra donner le mot final de ICF. Mohsin, c'est pas une question avant. Si vous permettez, nous sommes des coachs jusqu'à tout à l'heure, après c'est pas qu'on va dire, mais nous savons par expérience que le processus est toujours mené par quelqu'un. Maintenant, c'est le Mustafa. Si nous mettons tous nos doigts dans le processus, je ne sais pas où ce qui va aller. Donc, on se remet au geste. Je vais demander à Valérie d'excuser le processus.
C'est la conclusion du débat. Et maintenant, le mot de la fin de ICM. Si tu peux venir ici, s'il te plaît. Bien. Oui. J'ai pas mon film avec toi. Oui, oui. Bon, juste dans nos échanges, il est sorti deux choses que je voudrais remettre sur la table. Qui maintenant, pour moi, c'est clair un tout petit peu, mais s'il te plaît, apporte des éclairages. Dans les sciences humaines et sociales au service des métiers d'accompagnement, tu notes, je vous lis un papier que nous avons échangé, j'avance comme Pénélope. La question qui vient tout de suite, sans trop réfléchir, Voilà. Ulysse, il est où? Ouais, tu me fais chier. Ulysse, il est toujours en train de batailler. Il est en train de batailler, oui. Mais il est. Hein? Donc, Ulysse, il est toujours là-bas. Ou peut-être qu'il est de retour. Hein? Pour voir son fils et Pénélope. Il est perdu. Encore, je dis que les mères déchaînées. C'est pour ça que je le dis, je n'ai pas encore fini. Je vous assure, ça demande, pour écrire une page au niveau du dictionnaire, ça me demande d'autres bouquins. C'est pas réfléchir, de contraster. Il n'en est pas question d'être un petit peu fait dans ce que je fais. Il n'en est pas question qu'une idée soit uniquement au niveau de la source, qu'elle est une seule source. Il n'en est pas question. Je peux même chercher Wikipédia, en qui je n'ai pas confiance. Mais du Wikipédia, je vérifie leurs sources qu'ils citent et d'autres sources sur ça. Ou sinon, niet. Donc, ça demande, vous pouvez vous imaginer, ça demande du boulot. Ça demande du temps. Et voilà. Donc, et naturellement, quand vous l'aurez, vous pouvez voir une arrêt, vous pouvez attaquer. Là, non, pas m'attaquer, on va attaquer des chiens, vous mettez à jour. C'est une course au relais, la vie. C'est une course au relais. Merci, Marie Rachid, mais il n'y a pas que ça. Il y a dans les citations qui te parlent, ou tes slogans, Rachid, face au pessimisme de la raison, mettre l'optimisme de la volonté. Je crois qu'on est dedans. Hein. La cause n'est pas du tout perdue, mon ami. Exactement. Même si est en train de vagabonder quelque part. Oui, il y a l'espoir, d'arriver. Et on est arrivé, Albert. Ouais. Alors, les amis, moi, il m'est venu une conclusion comme ça, en écoutant, en te remerciant. C'est la suivante. Le coaching est mort. Vive le coaching. Et c'est vraiment non directif cette histoire-là. Des constructions. Vous avez régalé. Atterrissage. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie et comblée de commencer cette belle année. En tout cas, je pense que tout le monde a posé l'intention que cette année soit belle, soit constructive, soit apporteuse d'abondance, de sagesse et de remise en question. D'ailleurs, vivre n'est-il pas se remettre en question tous les jours avec l'humilité et la sagesse de notre métier. Je n'ai pas envie de dire nous impose, plutôt nous recommande dans notre chemin. Je vais rebondir sur la dernière phrase. Vive le coaching est mort. Vive le coaching. Très bien. Parce que c'est un métier roi. Voilà. Ce que j'allais dire, j'allais enchaîner sur la monarchie, merci. Oh mon Dieu, moi je suis républicain. La monarchie dans le sens où cette sagesse, pas ancestrale, même si elle est jeune, en tout cas, il y a une transmission qui est là. Et c'est ce que je voudrais aujourd'hui highlighter dans ce dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, parmi les missions d'ICF, c'est de procurer justement, pas procurer, pour construire, pour développer avec vous tous une plateforme intergénérationnelle qui va permettre une production intellectuelle, qui va permettre, entre autres, ainsi que plusieurs outils qui seront en synergie et qu'au fur et à mesure que je suis en train de partager avec vous, je n'ai pas le mot réguler ce métier, mais plutôt le positionner là où il est censé être. Au service de l'humain, en tenant compte de la sacralité de l'humain, et surtout au service de nous tous en tant que posture, en tant qu'ADN de coach qui évolue tous les jours.
vous remercie et à très très bientôt. Je vous prie de noter juste les 2 derniers rendez-vous de ce mois. Nous avons une rencontre à distanciel, voilà, que nous avons appelé ICF à votre écoute. Nous estimons qu'aujourd'hui, après, je pense, 6 mois de construction, nous avons besoin de vous écouter. Écoutez la communauté, écoutez l'écosystème, écoutez les partenaires, les sympathisants, pour avoir vos suggestions, votre son de cloche, vos besoins, vos attentes, vos frustrations. Nous sommes ouverts. Donc, tous les membres du bureau qui sont ici présents vous donnent rendez-vous le lundi 22 à 19h sur Zoom, et aussi le 25, le dernier rendez-vous du mois, pour le premier baptême de coach. Et j'insiste sur le fait que ICF aujourd'hui a comme ambition de créer des plateformes, des espaces de visibilité pour tous les coachs, même les plus jeunes, même les moins expérimentés, pour justement activer le fait que les plus, je ne vais pas dire plus expérimentés, les plus sages nous inspirent. Et carrément les plus vieux. Les médiums, on va dire, essaient de superviser, et que les baby coachs ou les plus jeunes se sentent embarqués dans cette belle aventure. Voilà. Merci. Ok, très bien. Merci infiniment. Comme d'habitude. Wow. Alors, qui en plus? Qui dit mieux? Après la moi aussi. Pendant la pause, regardez-moi. On a besoin de. Merci beaucoup. Alors, on partage avec vous. C'est de l'argent? C'est de l'argent. Non, c'est de la culture. C'est de la culture. C'est de la culture. Conversation avec Dieu. Ouais. Rien de moins que ça. Ça promet. À ce stade-là, je pense que oui. Ça, finalement. Alors, tous ensemble. Allez, photo de groupe, tous ensemble. Non, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, c'était pas mon problème, c'est que je n'ai pas dit assez.
vous plaît, prends la photo, un grand bravo à Estelle. Je vois les gestes, la photo. C'est là, C'est bon? Tu vois tout le monde? Je vois tout le monde. Adieu le